Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour vous informer sur toute l'actualité politique et parlementaire. Et pour nous accompagner ce matin, Olivia Grégoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Paris et vous avez travaillé à l'élaboration de la loi Pacte. Vous allez nous en parler ce matin. En quoi va-t-elle faciliter la vie des entreprises? Les Français vont-ils gagner en pouvoir d'achat? Pourquoi privatiser? On en parle avec vous dans quelques instants. Et puis dans une vingtaine de minutes, c'est Rabika qui nous rejoindra pour la revue de presse. Elle a lu les quotidiens pour nous et à la une ce matin. Pour le Figaro, contesté, Wauquiez veut réaffirmer son autorité. Pour Libération, Wauquiez dans les choux. Et pour Ouest France, crise au sommet chez les Républicains. À 9h, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, nous rejoindra sur ce plateau. En tant que chef de parti, Laurent Wauquiez a-t-il bien fait de limoger Virginie Calmels? Pourquoi ne parvient-il pas à occuper la place laissée vacante entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon? François Hollande est-il vraiment gênant? Nous allons entre autres lui poser ces questions. Et puis si vous aussi vous souhaitez l'interroger, faites-le sur Twitter et avec le hashtag Paul Matt qui s'affiche en bas de l'écran. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mardi 19 juin. Affrontement à distance hier soir entre Virginie Calmels et Laurent Wauquiez. L'ex numéro 2 du parti, limogé dimanche soir, a reproché sur TF1 au président d'imposer une ligne unique, populiste et identitaire. Pour lui, elle a fait le choix de l'isolement, indique-t-il dans une lettre adressée aux militants. L'intersyndicale se réunit aujourd'hui pour envisager la suite du mouvement à la SNCF. La CGT a d'ores et déjà appelé à faire grève cet été. La CFDT doit annoncer si elle suspend ou non sa participation. La grève perlée pourrait être arrêtée au profit de jours ciblés. Emmanuel Macron a rendez-vous à Berlin. Il rencontre aujourd'hui la chancelière à 10 jours d'un sommet de l'Union européenne sur la question des migrants. Le couple franco-allemand va tenter de trouver des solutions pour apaiser les tensions nées de l'Aquarius. La réforme de la zone euro devrait aussi être discutée et un conseil des ministres franco-allemands doit également se tenir. On commence bien sûr par notre dossier du jour et par le projet de loi Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Il a été présenté hier en Conseil des ministres. Il prévoit un certain nombre de mesures pour rendre les PME plus compétitives. Il favorise également l'intéressement et la participation dans les petites et moyennes entreprises. Elsa Mandingava. Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Une loi censée rendre plus compétitives 3 800 000 PME françaises. Le projet de loi entend tout d'abord réformer les seuils sociaux et fiscaux, à partir desquels les entreprises ont de nouvelles obligations. Une PME doit avoir franchi pendant 5 années consécutives les seuils sociaux de 10 ou de 50 salariés avant d'être obligée de remplir les obligations liées à ces seuils. Le gouvernement souhaite également simplifier les démarches administratives avec la création d'un guichet unique électronique et la fin du recours obligatoire à un commissaire aux comptes pour les entreprises de taille moyenne. L'objet social de l'entreprise change lui aussi. Dans sa définition, il prendra en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Le projet de loi supprime par ailleurs le forfait social. Cette contribution disparaît pour l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés et pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le fonctionnement de l'épargne retraite sera assoupli. Le dernier chantier de cette loi Pacte et non des moindres concerne les privatisations. La loi va lever les obstacles à la cession d'actifs par l'État dans 3 entreprises, Aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux. Aujourd'hui, nous mobilisons des milliards d'euros dans le capital de ces entreprises et nous nous privons de ressources dont nous estimons, avec le président de la République et avec le Premier ministre, qu'elles seront mieux employées en désendettant le pays et en finançant l'innovation. Le coût global de ces mesures est estimé à 1,1 milliard d'euros pour l'année 2019. La loi Pacte sera examinée à la rentrée prochaine à l'Assemblée nationale pour une adoption espérée en début d'année 2019. Alors ce projet de loi, Olivia Grégoire, auquel vous avez travaillé, il comporte beaucoup de mesures, de nombreuses mesures qui sont un peu disparates. Alors est-ce qu'il n'est pas un peu fourre-tout? Alors c'est tout l'inverse du fourre-tout. Et il n'est en rien disparate. Je comprends que
la somme de mesures effectivement annoncées par Bruno Le Maire et Delphine Gény-Stéphan hier fait masse, mais il est important de comprendre que c'est vraiment un texte qui va permettre aux entrepreneurs, aux entreprises, aux salariés, mais aussi à l'État, d'avoir un rôle un peu renouvelé dans l'écosystème économique. Aujourd'hui, le projet de loi de pacte, c'est des mois et des mois de concertation, c'est plus de 600 auditions, avec des binômes, des parlementaires, la société civile en début d'année. Et c'est en fait, le projet de loi de pacte, c'est de la boîte à outils qu'il manque aujourd'hui aux entreprises pour simplifier, pour créer plus facilement une entreprise, pour grandir plus facilement, mais aussi pour les salariés de pouvoir mieux bénéficier de la valeur et de leur engagement dans l'entreprise. C'est à cause de tous ces rendez-vous qu'il y a eu 2 mois de retard ou pas? C'est en réalité, c'est vrai que le mois d'avril a duré un peu longtemps, puisque nous avons présenté ce texte avec un peu de retard. Mais vous savez, et Bruno Le Maire l'a dit, d'abord, on ne peut pas d'un côté dire ce gouvernement ne concerte pas, n'écoute pas. C'est des mois et des mois d'échanges avec les entrepreneurs, les syndicats, les fédérations professionnelles. Donc ça prend le temps, notamment sur 70 mesures. Par ailleurs, le sujet des privatisations, que nous aborderons, je pense, ce matin, ça n'est pas une mince affaire. C'est 15 à 20 milliards d'euros d'actifs de l'État. C'est pas une décision qui se prend sur un coin de table. Et je comprends qu'on ait pris le temps de juger, puisque, et nous en parlerons, il y a 3 recettes différentes et très précises en fonction des entreprises publiques ciblées. Alors, Bruno Le Maire parle d'un nouveau visage du capitalisme. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux quand même? Chacun a ses mots. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que, et c'est ce que j'aime dans ce texte, c'est que, encore une fois, l'entrepreneur qui est en difficulté, le salarié qui veut s'investir dans son entreprise et bénéficier des fruits de la valeur, l'entreprise qui veut croître, qui veut acquérir d'autres entreprises, se transmettre à ses salariés, être cédé, exporter, l'ensemble de ces problématiques sont adressées dans le texte. Donc encore une fois, rien de disparate, une sorte de clé de 12. Le pacte, c'est un objet qui a vocation à améliorer la qualité de vie des entreprises et des salariés. On peut redéfinir effectivement le capitalisme. Moi, je dirais que c'est un projet qui est ambitieux, qui a un périmètre large, et c'est aussi ce que nous voulions. J'ajoute à ça que certains de vos collègues disent oui, il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas la grande mesure, etc. Vous savez, quand on écoute les entrepreneurs, comme j'essaye de le faire depuis maintenant 1 an, il est très important de comprendre que le besoin de stabilité est important pour eux. On a beaucoup changé l'écosystème fiscal et économique dans notre pays ces dernières années. Il est important de présenter un texte pragmatique, opérationnel, mais qui ne fasse pas de grands soirs non nécessaires juste pour imprimer sa marque. Alors, dedans, il y a les privatisations, vous l'avez dit, il y a les gels de seuil, il y a l'aide à la création d'entreprises. Est-ce que vous ne musclez pas un peu la jambe droite? Alors, si mieux partager la valeur, le chiffre d'affaires, les bénéfices avec les salariés, si permettre une meilleure représentation des salariés au sein de l'entreprise, si parler d'objet social, de légitimité sociale, sociétale, environnementale de l'entreprise, si ça, ce sont des mesures de droite, alors j'ai pas bien compris l'échiquier politique. On est là dans un texte qui est complètement au-dessus des clivages. Nous faisons ce que la droite a appelé de ses voeux pendant des dizaines d'années, par exemple concernant les cessions-transmissions avec le pacte du trait que nous allons réformer. Nous faisons aussi des choses en matière de participation et d'intéressement avec les salariés et d'objet social dont nous n'avons pas à rougir. C'est un texte qui est, encore une fois, ni gauche ni droite. C'est un texte qui est purement macronien, économique et social. Participation et intéressement pour les salariés, c'est aussi plus de pouvoir d'achat? Évidemment que c'est plus de pouvoir d'achat. C'est le but? C'est le but, si vous voulez, c'est que notre but est clair, c'est que le travail paye mieux, qu'il paye mieux en quantitatif, qu'il paye mieux en qualitatif. Quel meilleur actionnaire de long terme que le salarié dans son entreprise? Qui, plus qu'un salarié qui va travailler tous les matins dans son entreprise, qui a envie de faire plus réussir sa boîte que lui? Pas grand monde. Donc en réalité, le salaire, c'est bien, c'est une rémunération. Mais pouvoir intéresser le salarié, pouvoir lui permettre de disposer d'une épargne salariale intéressante qui prépare son avenir de façon flexible, lui permettre de sortir en rente ou en capital en matière d'épargne, tout ça, c'est plus de flexibilité et à terme, plus de pouvoir d'achat, évidemment, pour les salariés. Alors, il y a des seuils qui sont supprimés, Oui. il y a des seuils qui sont gelés. Est-ce que tout cela, vous avez mesuré l'impact que ça pourrait avoir sur l'emploi, par exemple? Alors, de nombreuses études existent en matière d'impact sur l'emploi. Concernant les seuils, moi, ce que je peux vous dire, c'est assez simple, et c'est un chiffre qui parle, c'est que nous avons 2,4 fois moins
d'entreprises de plus de 51 salariés que de 49. C'est pas rien en termes de proportion. Ça veut donc dire que quelque part le bas blesse avec ce passage de seuil. Il y a un certain nombre d'études qui prouvent que ça devrait booster l'emploi. La semaine dernière, Bruno Le Maire était devant la Fédération française du bâtiment. Ils ont échangé sur ce sujet de création d'emplois, notamment dans le secteur du bâtiment. Effectivement, ce sont des mesures qui boostent et qui dopent l'emploi parce que ça permet aux entrepreneurs de franchir des seuils sur lesquels ils s'empêchaient jusque-là parce que c'était trop de contraintes. Tout ça, ça a un coût, 1,1 milliard d'euros. Vous financez comment ? Alors, d'abord, ça a un coût parce que des mesures comme le forfait social, ça n'est pas anodin comme mesure. C'est moins de rentrée fiscale pour l'État et quand vous me parlez de pouvoir d'achat des salariés, c'est extrêmement important de mettre les choses en regard. Comment on finance ? Très certainement, et dans l'optique de ce qu'a dit Bruno Le Maire hier, mais aussi le président, très certainement en opérant une revue des aides aux entreprises à hauteur de 5 milliards d'euros sur les 140 milliards d'aides qui sont données aujourd'hui aux entreprises. Et nous devrions pouvoir parvenir à dégager la masse de 1 à 1,2 milliard d'euros nécessaires pour le pacte en revoyant ces aides aux entreprises. C'est très simple, c'est pas les couper, c'est virer les moins efficientes, pour être très clair, et mettre le paquet sur celles dont les entrepreneurs ont besoin. Alors ce projet de loi vise les petites et moyennes entreprises, les PME, jusqu'à 250 salariés. Pour le président de Croissance Plus, Jean-Baptiste Danet, il manque un geste en faveur des entreprises de taille intermédiaire. On l'écoute. Ce que nous attendons encore, et là on ne sait pas exactement à quel moment ça va arriver, sont les grandes mesures attendues pour les entreprises de croissance, entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire le tissu industriel et tissu d'entreprises françaises qui sont des entreprises de croissance. Donc au-delà de 250 salariés et qui, comme nos voisins, les Italiens et les Allemands, sont ces entreprises qui créent l'économie et qui sont les piliers forts de l'économie. Et là, nous attendons encore des mesures sur la transmission d'entreprises, sur le financement des entreprises et également de revisiter les taxes sur la production qui pèsent lourdement par rapport à nos voisins européens. Est-ce que c'est un manque effectivement dans ce projet de loi, qu'il n'y ait rien concernant les entreprises de taille intermédiaire ? Alors, pour avoir travaillé et avoir écouté longuement Croissance Plus dans les échanges qu'on a pu avoir, et Jean-Baptiste Danet le sait, et d'ailleurs je le montre, vous avez ici un document qui a été transmis, c'est écrit noir sur blanc, faciliter la transmission d'entreprise. Pourquoi ça n'est pas absolument détaillé intégralement dans le pacte, parce que principalement le pacte Dutreil qui tient le sujet cession-transmission et qui est fondamental pour les entreprises de taille intermédiaire est un sujet fiscal et il doit donc être dans le projet de loi de finances. Mais c'est annoncé dès aujourd'hui, nous facilitons le pacte Dutreil, nous facilitons la cession aussi aux salariés. Donc il y aura des mesures dans le prochain projet de loi de budget ? Ce sont des mesures que nous annonçons dès aujourd'hui, mais comme elles ont disposition fiscale, elles seront dans le PLF. Une chose sur les coûts de production, vous voyez, on a commencé sur le fourre-tout. Qu'est-ce qu'on entend là de cet important leader d'opinion entrepreneuriale ? Qu'en réalité, il manque encore des choses. Vous imaginez à quel point on aurait pu en rajouter encore. Sur les taxes de production, et M. Danet a raison, on ne peut pas dire l'inverse, c'est un sujet. Mais c'est un sujet qu'on n'adresse pas. Parce qu'aujourd'hui, ce sont plus les ETI qui créent des emplois que les PME ? Ce sont les deux. Le vrai sujet, c'est qu'en réalité, sur les salaires médians, les coûts de production sont un vrai sujet en matière de compétitivité. Les baisses de charges sont moins efficaces sur les salaires médians. Et aujourd'hui, c'est un sujet très important, le coût de production. Et c'est pourquoi Bercy a commandité une étude il y a déjà quelques mois pour réfléchir aussi à la revue des coûts de production. Donc on ne laisse absolument pas le sujet sur le côté. Alors ce projet de loi va aussi permettre la cession de parts d'entreprises par l'État. ADP, Engie et la Française des Jeux sont concernés. Sur cette question, on retrouve le clivage gauche-droite. Écoutez, Constance Le Grip pour les Républicains et Éric Coquerel pour la France Insoumise. Je suis appartenant à la droite libérale, et cela depuis de nombreuses décennies, toujours favorable à ce que l'État se désengage des métiers, des responsabilités qu'à mon avis il ne doit pas assumer, et donc plutôt favorable à ce mouvement de privatisation. Par le biais de l'actionnariat populaire, on passe la question des privatisations d'entreprises comme ADP ou Engie, qui posent à la fois une question d'ordre stratégique et qui constitue une très très mauvaise affaire pour l'État. Puisqu'aujourd'hui, les actions de ces entreprises rapportent de toute façon plus que ne rapporteront les taux d'intérêt du fonds d'innovation sur lequel serait placée la vente. Donc voilà, je trouve que c'est une loi pour pas grand-chose en faveur vis-à-vis des salariés, mais qui par contre pose des vrais problèmes en termes de privatisation. Éric Coquerel dit que c'est une mauvaise affaire. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Rien d'étonnant sous le soleil, hein. L'inverse m'eût paru étonnant.
C'est vrai que les dernières privatisations comme EDF ou France Télécom, Oui, mais je Orange, pense n'ont que- pas été forcément des réussites. Bruno Le Maire a été très clair là-dessus la semaine dernière. On a bien vu l'épisode autoroute, on a bien vu l'épisode péage, et je vous assure qu'on a bien l'intention de ne pas procéder de la même façon. C'est pourquoi, je ne vais pas rentrer dans l'intégralité des Et détails. la Française des Jeux, ça rapporte pas mal aujourd'hui à l'État. Oui, mais qui vous a dit que nous ne gardions pas les recettes fiscales? Les 3 milliards de recettes fiscales de la Française des Jeux seront préservés. Nous mettrons en place une autorité de régulation pour lutter contre les addictions. Ça n'est pas un petit sujet, la Française des Jeux, et l'État gardera la main en matière de santé publique. Sur ADP, 9 milliards d'actifs à peu près aujourd'hui immobilisés, 170 millions de dividendes. Bon, c'est aujourd'hui un retour sur investissement qui est assez faible, et en réalité, j'entends ce que dit M. Coquerel, mais on est là dans la fausse polémique. Le ministre de l'économie a annoncé, notamment sur ADP, un certain nombre de choses extrêmement claires en matière de régulation du trafic aérien sur lesquelles l'État garderait la main, en matière d'ordre économique aussi, avec tous les 5 ans une mise au point sur la régulation et sur les tarifs. Si jamais les tarifs devaient augmenter, ce qui avait été le cas sur les autoroutes et les péages, l'État se ferait entendre. Donc les garde-fous, si vous voulez, on en met sur chaque sujet. Engie, Française des Jeux, ADP. Aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, et c'est ce que dit Madame Le Grip, c'est que, et j'adhère, moi je préfère, et c'est ce que dit aussi Bruno Le Maire, et je préfère une privatisation d'une entreprise partielle, dans la mesure où l'État n'a pas nécessairement, pour moi, à jouer de rôle de régulateur, d'acteur dans les entreprises concurrentielles. Pas Pour moi, suffisamment l'État- stratégique. Non, mais pour moi, l'État, ça doit être un stratège, un régulateur, et l'État doit nous permettre aussi d'investir pour l'avenir. Ça n'est pas à l'État, à mon sens, aujourd'hui, de gérer, comme le dit beaucoup de mes collègues, les boutiques d'ADP. Je veux dire, est-ce que c'est le rôle de l'État? Non. On a besoin d'argent pour financer l'innovation de rupture. On a besoin de cet argent-là. On l'a annoncé, 10 milliards dans un fonds. C'est indispensable. Et aujourd'hui, les privatisations, je pense que c'est une action extrêmement précise qui est présentée par le ministre de l'économie, et je ne suis pas inquiète dans la mesure où on met tous les garde-fous. 10 milliards, c'est plus 10 milliards que 15 milliards qui seraient récupérés de ces privatisations. On parle de 15 milliards, pour être précis, on parle de 10 milliards sur le fonds d'innovation de rupture, donc il y aura aussi une partie de ces masses financières qui ont vocation à permettre le désendettement de l'État, qui est aussi un petit sujet auquel on s'attelle. Et vous pensez que les Français vont être intéressés par ce placement? J'espère, vous savez, on oublie souvent que notre pays a été un formidable pays de petits porteurs. Les Français ont eu cette appétence dans les années 70, notamment pour les actions dans les entreprises. Depuis 2012, on assiste à une chute d'investissement dans les actions dans les entreprises. Je pense que de belles entreprises comme celles que nous venons de citer peuvent attirer les Français pour des investissements intéressants, sans être trop risqués, et qui correspondent peut-être à leur attente. Moi, j'appelle effectivement à la création et à l'émergence d'un retour d'un véritable actionnariat populaire. Vous restez avec nous, Olivia Grégard. On poursuit l'actualité avec Emmanuel Macron qui a sèchement recadré un jeune garçon hier qu'il a apostrophé en lui disant « ça va Manu ». C'était à l'issue des commémorations de l'appel du 18 juin. Le président lui a fait la leçon. Écoutez cet échange. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est bien. Mais ça va? Je la connais, ça va Manu? Non, je suis pas ton copain. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Il a eu raison finalement de lui faire la leçon, le président. C'est un peu sec. Je sais pas, on commande beaucoup. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une spontanéité. C'est pas travaillé, c'est une réaction spontanée. Ça va sûrement être traité toute la journée. Ça manquait sur de l'ensemble respect, des peut-être. chaînes Oui, enfin, je sais pas. Je pense qu'il est tout attelé au travail, que c'est un grand président et que d'échanger assez spontanément et de lui dire ce qu'il pense. Il y a une forme de spontanéité qui, moi, et de cash communication, comme on dit, qui, moi, me fait plutôt du bien après 25 ans de langue de bois. Je trouve que ça manque un peu, ça peut être un peu déstabilisant, mais c'est lui, cette spontanéité, oui. Et puis le respect, je vais vous dire, il a pas tort, moi j'adhère sur le fond. Voilà, c'est notre président, c'est pas Manu. C'est pas Manu. Pic à distance à présent entre Virginie Calmels et Laurent Wauquiez. Au lendemain de son limogeage, l'ex numéro 2 du parti a de nouveau reproché au président des Républicains d'imposer une ligne unique, populiste et identitaire. Il a critiqué depuis Lyon l'isolement choisi par Virginie Calmels. François Chevret. 24 heures après son éviction, c'est le 20h de TF1 que Virginie Calmels a choisi pour attaquer Laurent Wauquiez.
Il est venu me chercher pour faire un tandem, parce qu'il a dit qu'il voulait rassembler et renouveler, et que je cochais ces 2 cases. Mais depuis, il a rompu le pacte de confiance entre nous en travaillant seul, aucun débat préalable à toutes ces prises de position successives. Et puis, il impose surtout à la famille de la droite une ligne unique, une ligne qui est en fait identitaire et populiste. Dans un courriel aux militants, Laurent Wauquiez a dénoncé les critiques de Virginie Calmels. Il n'y a pas de place pour les petites chapelles ou les aventures personnelles. On ne laissera pas les divisions nous affaiblir. Mais plusieurs ténors de la droite s'inquiètent de son autoritarisme et surtout d'un rétrécissement du parti. La loyauté, ça n'est pas l'alignement sur une position unique. La loyauté, c'est parfaitement conciliable avec l'expression d'une certaine diversité et de sensibilités qui ne sont pas toutes alignées les unes sur les autres. C'est la philosophie même de ce qu'a été le RPR, de ce qu'a été l'UMP, c'est la philosophie du rassemblement. Moi, je me suis inquiétée il y a 6 mois du rétrécissement de notre famille politique. C'est un danger, c'est une menace pour la droite française. Un argument réfuté par Guillaume Pelletier, proche de Laurent Wauquiez. Avec Jean Leonetti, figure du centrisme, avec Damien Abad, figure du centrisme, avec Guillaume Pelletier, puisque je suis votre invité, j'incarne moi cette aile sociale et populaire de la droite française, nous avons un rassemblement très large. Et ce qui nous intéresse, c'est moins de rassembler des personnalités qui ont compté hier que de rassembler les Français qui souffrent aujourd'hui. Les Républicains se réunissent fin juin en Conseil national. L'occasion de voir quelle place sera laissée aux différentes sensibilités du parti. Olivia Grégoire, est-ce que ça vous réjouit de voir la droite se disloquer un peu plus ? Ça me réjouit pas et je vais vous décevoir. Je me suis engagé en marche alors que j'avais complètement arrêté la politique pour une raison qui est la bienveillance. Je suis navré de ce que je vois. Je commande pas les affaires de famille, surtout quand ça. Vous êtes plutôt issu de cette famille de droite, justement ? C'est un vieux souvenir, il y a prescription puisque nous parlons d'une période qui a plus de 15 ans. Je ne suis pas étonné de ce qui se passe, je peux être plutôt inquiète. Après, c'est la vie de chacun et c'est à eux de trouver leur ligne et de régler leurs problèmes. Je crois qu'il y a le 30 juin un conseil national, donc que les histoires de famille se règlent en famille, je crois aussi que c'est ce que les Français attendent des politiques, qu'on lave nos linges sales en famille et pas forcément dans les médias. Le débat autour du projet de loi Asile et Immigration s'ouvre aujourd'hui au Sénat, quelques jours après l'affaire Aquarius. Pour s'opposer à ce texte, cette nuit, Amnesty International France a projeté sur la façade principale de l'Assemblée nationale des raisons en faveur de l'accueil des migrants. On pouvait lire parce que c'est leur droit, ou tout le monde a le droit à la sécurité, aidons-les, chacun a droit à une chance de vivre heureux. Et on passe à présent à la revue de presse. La revue de presse avec Rabika. Bonjour Rabi. Bonjour Brigitte. Alors la presse qui revient largement sur le limogeage de Virginie Calmels, la numéro 2 des Républicains, et puis sur la ligne de Laurent Wauquiez. Ouais, on peut dire que la presse ne parle que de ça ce matin, depuis qu'il a limogé Virginie Calmels du parti parce qu'elle avait critiqué sa ligne trop droitière. Regardez la une du Figaro. Contesté, Wauquiez veut réaffirmer son autorité. Sur la une de Libération, Wauquiez dans les choux. Alors regardez-le, toujours avec sa parka rouge. Dans Ouest France, crise au sommet chez les Républicains. Et puis, en page 2 et 3 du Figaro, l'article titre « L'histoire secrète du divorce Wauquiez-Calmels ». C'est le titre de cet article. Entre le président des Républicains et sa numéro 2, la greffe n'a jamais pris, explique le quotidien. Et depuis la défaite de l'élection présidentielle, la droite a beaucoup perdu, sauf son génie de la division, tacle l'éditorialiste du Figaro, pour qui la droite est orpheline. Pourtant, elle a une place à prendre pour défendre le patrimoine immatériel que sont les enracinements géographiques, les coutumes ancestrales, les passions gastronomiques, cet art de vivre pris en tenaille entre les GAFA et l'immigration
incontrôlée. Quelle ambition pour la droite? Eh bien, être à la hauteur de ses ambitions, conclut l'éditorialiste. Alors, pourquoi Virginie Calmels a-t-elle accepté de rejoindre Laurent Wauquiez, alors qu'elle savait ses convictions bien réactionnaires? C'est la question que pose Laurent Geoffrin dans Libération. Eh bien, pour Laurent Geoffrin, Virginie Calmels ne fait qu'appliquer les lois du marché. Elle renvoie le produit Wauquiez chez le fabricant comme un presse purée dont on a mal lu l'étiquette. Opportuniste sans état d'âme, Calmels est une sorte de Judas Express de Yago Minute, conclut l'éditorialiste. Pour l'Ouest France, c'est une toute autre analyse. Si Virginie Calmels a rejoint Laurent Wauquiez, c'est parce qu'elle voulait certes prendre du galon, mais elle espérait aussi infléchir la ligne du parti. Laurent Wauquiez, lui, maintient le cap. Il était d'ailleurs hier à une réunion publique de Sens commun. Alors que le centre-droit et le centre-gauche sont occupés par le président de la République, Laurent Wauquiez estime que lui, il n'a pas d'autre choix que de droitiser sa politique, explique le journal. Et dans ce contexte, Rabi, Le Parisien s'inquiète de la montée des extrêmes. Oui, regardez cette couverture. Et s'il ne restait que, s'interroge Le Parisien, la droite se déchire, le PS se cherche. Résultat, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen s'affirment comme les seuls adversaires face à Emmanuel Macron. Il s'agit là pour le Parisien d'une équation à haut risque. D'après le journal, le président serait habité par cette menace. Il n'a pas le droit à l'erreur, décrit son entourage. S'il échoue, soit c'est Marine Le Pen, soit c'est Mélenchon, explique un proche du président. Et puis il y a l'échéance des prochaines élections électorales qui sont attendues, les européennes, et les municipales de 2020. La République En Marche devrait continuer à fracturer le paysage en débauchant les maires LR et PS sur le territoire. Tout sera donc fait pour empêcher une alternative modérée de réémerger. Le président serait en fait en train de favoriser la montée des extrêmes en répliquant assez vivement à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon et en ignorant Laurent Wauquiez et Olivier Faure, selon Jérôme Fourquet de l'IFOP. Et c'est bien le spectre italien qui plane sur la France. Macron pourrait-il devenir le Renzi français, précipitant son pays dans la radicalité, s'interroge le journal. En tout cas, le président n'exclut pas cette possibilité et aurait même analysé très précisément les erreurs de l'ex-premier ministre italien. Et puis c'est dans Le Parisien, plusieurs députés lâcheraient leur mandat après les municipales. Oui Brigitte, avec le non-cumul des mandats, plusieurs députés, s'ils sont élus maires, abandonneraient leur mandat. Mais il y a aussi ceux qui se posent la question de l'utilité tout simplement de leur mandat et qui ne se représenteraient pas. Il y a aussi la réduction du nombre de parlementaires d'un tiers prévue par la réforme constitutionnelle qui pourrait bousculer tout ça. Par exemple, Barbara Pompili, elle, se présenterait éventuellement à Amiens. Sonia Crimi se présenterait peut-être à Cherbourg. Pour la République En Marche, qui n'est pas très ancrée dans les territoires, ce serait l'occasion justement de s'ancrer. Mais il faut pouvoir trouver un juste équilibre selon l'Élysée, car dans le cas où beaucoup de députés abandonneraient leur siège, il faudrait prévoir plusieurs élections partielles et cela pourrait fragiliser le pouvoir 2 ans avant les élections présidentielles. Alors, il y en a un qui n'a pas attendu les municipales pour démissionner, c'est Yves Gégaud, le 15 juillet prochain. Il quittera ses fonctions après 28 ans de vie politique et 16 ans de mandat parlementaire. Alors pourquoi ce départ? Il explique qu'il ne se sent plus utile au Parlement. Le monde a changé plus vite que les institutions. Le Parlement est devenu un outil conservateur plutôt qu'un levier d'innovation et d'anticipation. Pour lui, les grandes causes avancent grâce aux start-up et aux ONG. Et puis il fait le constat d'un changement politique, d'un changement d'époque. Il y a 20 ans, si vous faisiez 50 ans de carrière, on trouvait ça formidable. Aujourd'hui, au bout de quelques années, on ne vous supporte plus et ça ne me choque pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a une forme de franc-parler. Je trouve juste, et c'est pas juste de l'humour, dommage qu'ils partent au moment même où on va réformer l'Assemblée. Voilà, parce que le levier d'innovation, le levier de suivi, d'évaluation, de suivi des lois, d'exécution, c'est tout le sens de la réforme qu'on va porter. Beaucoup disent moins de pouvoir pour le Parlement aussi. C'est exactement l'inverse et j'aurai plaisir à venir vous en reparler cet été avec mes collègues. C'est exactement. Avec grand plaisir. On passe au dessin du jour. Oui, eh bien c'est la crise chez les Républicains qui inspire Chonou dans Ouest France. Regardez Laurent Wauquiez. Fini les Républicains, Brigitte. Place à LW Laurent Wauquiez. Merci Rabi pour cette revue de presse. Merci à vous Olivia Grégoire d'avoir été avec nous ce matin. Députée La République En Marche de Paris. Merci à vous. Très bonne journée.